Bonjour à tous, je vous retrouve sur ma chaîne après quelques mois d'absence. J'espère que vous allez bien déjà. Moi ça va, j'avais beaucoup de choses à faire, ce qui explique mon absence de ces derniers mois. Mais voilà, aujourd'hui je suis plutôt en forme malgré la chaleur et voilà la fatigue de fin d'année. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo de fin d'année, surtout parce que ce soir mes enfants débarquent pour tout l'été, donc j'aurai beaucoup moins de temps et d'espace pour vous faire cette vidéo. J'ai pensé à plusieurs choses, mais je pense que ce qui me tente le plus, c'est de vous refaire encore une vidéo sur le diagnostic. Je sais que j'en ai fait pas mal sur cette chaîne, mais c'est la dernière réflexion que j'ai eue là et je me suis dit que j'avais envie de partager ça avec vous. En fait, on parle beaucoup du diagnostic comme de quelque chose de très libérateur, de très épanouissant pour la personne qui, ça y est, sait enfin qui elle est et peut construire des choses ensuite plus justes pour elle. Et en fait, moi, la façon dont j'ai vécu mon diagnostic, ça a été un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que je l'ai un peu vécu comme un choc. Je l'ai un peu vécu dans une sorte de sidération. Et ce diagnostic, je l'ai rejeté dans un premier temps. Ça a été un peu difficile pour moi à accepter que j'étais autiste, que j'étais pas comme les autres, alors que j'avais tellement travaillé toutes ces années pour atteindre le niveau des autres et que je me sentais toujours en retard, mais j'avais l'espoir qu'un jour, peut-être, j'allais réussir à me remettre à niveau, entre guillemets, me remettre à jour. Et là, avec ce diagnostic, en fait, c'est un peu comme si j'étais condamnée à vie à ne jamais atteindre le niveau des autres, à toujours être en retard. Alors après, ce que j'interprétais être un retard était en réalité une autre façon de faire, besoin d'une autre temporalité, besoin de plus on va dire, de choses particulières, de conditions particulières pour que je puisse mettre en forme, explorer mon potentiel. Et ces choses-là, je ne les avais pas. J'étais mise en difficulté, voire mise en échec. Et donc, voilà, ça a été tout un travail pour moi de déconstruction, reconstruction, pas évident. Et j'avais envie de vous parler du coup des 5 choses. J'en ai identifié 5, mais il peut y en avoir moins, il peut y en avoir plus. Un peu, on va dire, néfastes ou négatives qu'on peut avoir après le diagnostic. Quand c'est pas forcément un diagnostic qui est hyper attendu, hyper espéré. Dans mon cas, le premier effet négatif après le diagnostic, ça a été de la même façon que je prenais conscience, en même temps que je prenais conscience de ma différence, en fait, je perdais confiance en moi. Donc le premier effet pervers, c'est la perte de confiance en soi, parce que en fait, tout ce temps, moi j'ai eu la chance, entre guillemets, de réussir à chaque fois à trouver des stratégies pour m'en sortir. De réussir à trouver des ressources pour à peu près fonctionner comme les autres et voilà, naviguer plus ou moins entre les lignes et que finalement je ne sois pas en grande difficulté. Jusqu'à ce que finalement je craque, je m'épuise et que là j'ai le diagnostic. Mais ce qui fait que comme j'avais toujours trouvé des ressources et des stratégies, j'avais pas forcément... j'avais l'impression en fait que je pouvais faire des choses, plein de choses, voir que tout était possible, que c'était une question de travail. J'avais beaucoup cette notion, j'avais beaucoup intériorisé un peu la méritocratie, vous voyez, quand on veut, on peut, il faut travailler dur et comme ça après on va récolter les fruits de son labeur. Et donc je travaillais dans l'espoir qu'un jour ça marche. Et surtout j'avais vraiment l'impression finalement que tout le monde était comme moi, hein, qu'on avait tous la même base. J'avais plus ou moins compris avec le temps que j'avais une certaine sensibilité, que j'étais anxieuse parce qu'on me l'avait dit, mais à part ça, ça s'arrêtait là. Dans mon esprit, j'étais pas vraiment, c'était pas grave en fait. Et quand j'ai eu le diagnostic, au contraire là, j'ai réalisé toutes les difficultés que j'avais eu tout ce temps et que j'avais pas forcément conscientisé. Et par exemple, ça m'arrivait souvent de me sentir un peu en décalé dans les interactions sociales. Par exemple, de pas cerner tout dans les échanges, en particulier quand ils étaient nombreux, quand il y avait des blagues, des choses comme ça. Mais en fait, ce qui se passait, c'est que pendant un petit laps de temps, j'avais un peu un temps de ah, là j'ai pas compris, ou alors ah, là il y a un truc qui m'a échappé. Mais en fait, ça a duré une demi-seconde, et après, hop là, finalement ça disparaissait, et je me remettais dans la danse de l'interaction. Alors qu'après le diagnostic, en fait, je m'arrêtais dessus. C'est que je me rendais compte et je me disais oh là là, tu comprends rien, ça y est, tu vois, c'est parce que t'es autiste, t'as loupé. Et en fait, je décortiquais
en permanence dans ma tête toutes les choses en lien avec l'autisme. Ah bah là t'as pas compris l'implicite. Ah bah là tu vois t'as pas cerné l'ironie. Ah bah là tu vois t'as compris ça à côté, t'as surinterprété. Et donc en fait comme je voyais tous les petits détails des éléments où j'étais en difficulté, où je comprenais mal, etc. Bah en fait ça m'a donné, finalement j'ai perdu confiance en moi parce que je me rendais compte. Et du coup j'avais une forme de honte même après coup, je me disais oh là là comment j'ai pu passer toutes ces années un peu par moments à côté de la plaque. Et finalement avant j'étais à côté de la plaque mais j'avais une sorte d'assurance parce que je me rendais compte de rien, une sorte d'aplomb. Et du coup l'autre en face c'était pareil en fait il me cherchait pas plus que ça parce que je lui renvoyais que c'était pas grave. Alors que là maintenant en fait je me sentais beaucoup plus vulnérable et du coup l'autre en face venait beaucoup plus me titiller ou bien se rendait compte que là j'étais déstabilisée et donc ça jouait contre moi. Il y a aussi je pense l'âge, c'est-à-dire que quand on a 20 ans, 22 ans, on a la vie devant soi, enfin en tout cas on a l'impression que tout est possible, que le monde est à nos pieds. J'espère que c'est toujours le cas pour la jeune génération. Je sais qu'avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, on a peut-être un peu moins l'impression que le monde est à nos pieds et que la vie est devant nous. Mais moi, en tout cas, à mon époque, parce que je suis vieille, j'ai 34 ans, je ressentais ça. Et donc, du coup, j'ai une sorte de confiance de le meilleur est à venir, j'ai tout à construire, une sorte d'insouciance et de confiance. Et en fait, finalement, comme j'étais diagnostiquée à 28 ans, donc fin de vingtaine, début trentaine, et ben alors là, ça allait avec une sorte de désillusion, peut-être liée aussi à mon âge, où je me rendais compte qu'en fait, la vie n'était pas simple du tout, que tout était très compliqué, très fatigant, que les choses n'allaient pas en s'améliorant, et qu'en plus, j'avais un handicap, entre guillemets, diagnostiqué comme tel, handicap, et alors là, du coup, autant vous dire que ça m'a un peu calmée sur l'impression que le monde était à mes pieds. Donc c'est vrai qu'il y a eu ce premier truc pas cool. Il a fallu que je déconstruise aussi tout ce que j'avais intériorisé de négatif, c'est-à-dire qu'en fait, la deuxième conséquence qui est liée à la première, c'est l'autostigmatisation que j'ai beaucoup vécu, que je continue parfois de vivre aussi, et y compris avec le TDAH, où je m'agace moi-même et je me dis « Ah, j'ai loupé une info, ça y est, j'ai compris trop vite, parce que j'ai un TDAH, donc évidemment, à chaque fois, je vais trop vite, et du coup je loupe une consigne et du coup j'interprète mal et après je me plante, je suis trop impulsive. Donc c'est un peu le même truc avec l'autisme de ah bah de toute façon je suis trop fatiguée pour faire des choses parce que je suis autiste, ah bah je ne peux pas sortir et voir mes amis pendant 4 heures parce que je vais fatiguer, parce que je suis autiste, et de toute façon les relations avec les gens ça sera jamais simple, ça sera toujours compliqué et toxique parce que je suis autiste. Donc un truc où je me sentais enfermée et où vraiment je voyais là où avant j'avais l'impression que tout était possible et sky is the limit comme j'ai déjà dit, là c'était vraiment je me sentais limitée, vraiment contenue dans une petite boîte que moi-même je me mettais, qu'on me mettait aussi, bah ça c'est un autre problème, mais le problème c'était surtout que moi je me mettais en fait des barrières et en fait je voyais tout à travers le TSA. Et ça c'est la troisième conséquence, c'est que en fait pour vraiment comprendre l'autisme c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, vous l'aurez remarqué. Bah, ça demande de beaucoup intellectualiser ou en tout cas d'en discuter avec des personnes concernées, avec sa psychologue, sa psychiatre. Donc du coup on est quand même beaucoup dans un processus réflexif. Et du coup ce processus-là, ça crée peut-être une surintellectualisation qui peut être néfaste où en fait, du coup moi j'ai appris à décortiquer. Alors c'est aussi une forme de psychoéducation, de me dire alors là, je sais que si je fais ça, après je vais avoir besoin de temps d'heures de pause. Ou alors si je décide de commencer ce travail, et ben, il va falloir que je mette en place telle ou telle routine. Donc ça a aussi du bon. Mais en fait, du coup, j'avais tendance, je le fais un peu moins, à oublier que je n'étais pas qu'une personne autiste. Que je ne me résumais pas à mon autisme. Aussi parce que la façon dont on nous présente l'autisme, et d'ailleurs c'est le cas, hein, c'est un fonctionnement neurologique différent. Et du coup, et bah évidemment qu'on a tendance à se dire, bah on est autiste, tout en nous est autiste. C'est pas qu'un cerveau, un corps d'autiste, une tête d'autiste, on a des perceptions, des sensations, une cognition particulière liée à l'autisme, un fonctionnement intellectuel particulier lié à l'autisme, une façon de voir le monde aussi particulière liée à l'autisme. Et donc dans ce cas-là, bah, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué quand les gens nous disent
oui, bon, y a pas, tu n'es pas qu'autiste. En fait, c'est vrai que ça peut être difficile à entendre et à reconnaître parce qu'en soi, on va dire concrètement, tout en nous est autiste parce que tout est coloré de notre fonctionnement neurologique. De la même façon que les personnes qui ne sont pas autistes et qui sont, on va dire, normopensantes ou neurotypiques, bah, elles sont entièrement neurotypiques. Elles ont leur base, leur fonctionnement neurologique neurotypique. Et du coup, c'est là où, en fait, ça peut créer un effet un peu pernicieux, où finalement, même si on est constitué, on va dire globalement, notre fonctionnement autistique, il est global, on reste quand même une personne avec une histoire qui lui est propre, une personnalité qui lui est propre, des expériences bonnes, mauvaises, qui vont parfois créer du bon, parfois du moins bon, des traumas qui lui sont propres, des goûts, des valeurs qui lui sont propres. Et ça, en fait, c'est quelque chose que j'ai mis longtemps à voir, aussi parce que ça nous amène au 4e point négatif de l'autisme, c'est que je pouvais être dans une revendication identitaire très forte de l'autisme, de mon autisme. Pourquoi? Parce qu'en fait, à aucun moment, j'étais respectée pour qui j'étais. J'étais considérée comme une personne autiste par les autres et on va dire les autres ne s'adaptaient absolument pas à moi. Par contre, moi, je ne cessais de m'adapter à eux. Ce qui a créé, dans un second temps, après avoir bien identifié qui j'étais, comment je fonctionnais, tous mes travers autistiques, mes petits bugs dans les interactions sociales qui créent des malentendus qui m'agaçaient. Après tout ça, j'ai eu une colère de me dire mais c'est pas vrai, tout ce temps je m'adapte, j'essaie de décortiquer comment faire pour m'adapter pour que ça se passe au mieux et l'autre en face n'a aucune idée de tout ce que je dois gérer en interne, tout ce qui me traverse, toute la fatigue, toute l'anxiété. Et du coup une sorte de colère de me dire je suis autiste et en fait je le revendique et c'est mon identité, c'est ça qui me constitue de façon globale. Et si la personne elle n'en tient pas compte, eh bien ça va mal se passer. Et c'était la réalité. En fait dans toutes les situations où les personnes elles ont nié ma fatigabilité et mes particularités, et ben en fait ça s'est mal passé. Ce qui fait vivre beaucoup d'impuissance parce que d'un côté on a envie de pouvoir se détacher un petit peu aussi de ce diagnostic et de pouvoir être une personne finalement comme une autre aussi, on aspire à ça, et d'un autre côté on peut pas parce qu'en fait tant qu'en face il n'y a pas cette réflexivité, cette conscience que ah oui on est un peu différent et que du coup un peu voire beaucoup différent et que du coup il faut quand même un peu prendre en compte ça, ça ne peut pas fonctionner. Et du coup cette revendication identitaire elle était tellement forte chez moi que ça m'était insupportable quand j'étais dans un environnement où en fait on me demandait de me suradapter, ce qui est normal hein, où en fait me ramenait on me ramenait à fonctionner comme les autres. On me ramenait à quelque chose de neurotypique, mais pas forcément quelque chose. On me ramenait dans un cadre en fait qui était le même pour tous. Sous prétexte qu'il fallait pas faire de différence, sous prétexte d'égalité, etc., qui était complètement biaisé, puisque moi je me retrouvais du coup en difficulté, puisque je n'étais pas comme les autres. Et donc c'est vrai que ça a créé cette colère et ces incompréhensions avec du coup cette tendance à vouloir beaucoup m'affirmer en tant que personne autiste, à vouloir faire de la pédagogie. J'ai créé aussi un peu cette chaîne par rapport à ça, où j'avais ce sentiment de il nous manque un espace en fait, il nous manque un espace d'expression, d'échange, de parole, où on peut parler de ce qu'on traverse, où on peut parler de notre impression parfois, même si c'est un peu dur à entendre, que les gens en fait ne nous comprennent pas, ne font pas d'effort de nous comprendre et sont même un petit peu limités dans leur interprétation, dans ce qu'ils peuvent imaginer de nous. C'est ça qui est douloureux, c'est que les autres n'imaginent même pas qu'on peut être autre d'un point de vue neurologique. Après, pour leur défense, je pense que c'est très difficile à comprendre tant qu'on n'est pas concerné. De la même façon que nous, on a a priori un manque de théorie de l'esprit, du mal à comprendre du coup les personnes qui ne sont pas comme nous, ça va dans les deux sens. Et du coup, c'est vrai que je restais un peu à cette phase de colère et un peu à cette phase de toute façon, je ne trouve pas ma place, il n'y a pas de place pour moi, parce que les gens n'ont pas cette tolérance, n'ont pas cette ouverture. C'est un problème global, c'est un problème de société, c'est un problème aussi presque de culture, presque d'anthropologie, c'est-à-dire c'est une définition de l'homme qui ne va pas. En fait, si on donne une mauvaise définition de l'homme, tout ce qui va découler de cette définition, tout ce qu'on va mettre en place à partir de cette définition de l'homme qui ne convient pas,
Ça va pas marcher. Et du coup, pour nous, c'est ce qui se passe. Comme on nous définit mal dès le départ, en considérant qu'on est comme les autres, ou qu'il n'y a pas de handicap, qu'il n'existe pas, et ben ça crée plein de conséquences qui nous induisent en échec, qui nous conduisent en échec. Et ce qui m'amène à le cinquième truc négatif, c'est finalement vivre un état de deuil. Du coup, je suis un peu passée par toutes les émotions. C'est-à-dire que quand j'ai appris que j'étais autiste, il a fallu faire le deuil de la personne que je croyais être et de la personne que j'espérais être. Et en réalité, c'était plutôt une bonne chose parce qu'en fait, je faisais le deuil d'une personne que je n'étais pas. Je faisais le deuil d'une image, d'une personne que je croyais être, d'une personne que je croyais connaître, mais en fait, je ne me connaissais pas puisque j'avais pas la bonne définition de moi-même, de mon fonctionnement. Mais ça a été difficile parce que moi, je me suis beaucoup construite un peu sur des valeurs, comme je vous l'ai dit, méritocratiques. Quand on veut, on peut. Donc j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup étudié, j'ai fait des études, j'ai bossé jeune et tout, parce que je me disais, voilà, faut que je bosse, faut que je montre que j'en veux, faut que je travaille, avec presque un côté un peu compétitif, vous voyez. Et en fait là, quand je me suis rendu compte que j'étais autiste, je me suis dit, mais le côté compétitif, Mathilde, t'es hors jeu. Complètement hors jeu. Parce qu'en fait, tu ne joues pas dans la même cour que les autres. C'est impossible. Tu ne seras jamais sur le podium. Alors après, on peut voir les choses différemment. Hein. Maintenant, je les vois différemment parce que je me dis, en fait, j'ai des compétences et j'ai des valeurs qui me sont propres. Et le but, c'est pas d'être la première de la classe. Parce que moi, j'ai beaucoup le syndrome de la première de la classe. Je ne serai jamais la première de la classe. Je ne serai jamais une vraie première de la classe. Vous savez, la première scolaire qui est rigoureuse, qui écoute bien les consignes, qui fait exactement ce qu'on lui demande. Je serai jamais cette fille-là parce qu'en fait, j'ai le TDAH, donc en fait, je fais un peu, je vais trop vite, du coup, je fais des erreurs, c'est imprécis, c'est rigoureux, j'arrive pas à terminer mes trucs. Et puis aussi, comme je suis autiste, ma vision des choses liée à mes perceptions, elle est différente. Et en fait, dans le côté intellectuel, dans le monde dans lequel on vit, en fait, c'est une question de code. Et c'est une question de savoir-être. Et en réalité, on nous juge beaucoup plus sur le savoir-être et sur les fameux codes qu'on intègre et qu'on déploie, et beaucoup plus que nos compétences et nos valeurs professionnelles mais aussi humaines. C'est ça dont je me suis rendu compte. Et donc moi en fait non, je serai jamais une personne neurotypique. Et ça au début ça m'a fait beaucoup de mal. Alors qu'en réalité maintenant je me dis quelle chance j'ai. Alors pas tous les jours, hein, mais ça m'arrive de me le dire. Quelle chance j'ai d'être autiste. En fait, à quel point ça me permet de voir le monde différemment, d'en apprécier sa beauté, d'être dans l'instant présent, de pouvoir savourer les petites choses du quotidien et finalement de me débarrasser de l'ego, de me débarrasser de cette course à la réussite, au projet, à la carrière, puisqu'en fait, je serai jamais dans la course. Mais c'est pas grave, c'est même peut-être une chance. Et cette chance, qu'est-ce que j'en fais en fait, c'est ça. Et toutes ces expériences négatives, de violence que j'ai pu vivre, ça, qu'est-ce que j'en fais en fait? Comment je peux utiliser ça? Parce qu'en réalité, c'est pas tout le monde qui peut avoir ce pas de côté qui est obligatoire dans notre cas. Et du coup, ce pas de côté, il faut l'utiliser d'une façon intelligente et d'une façon qui nous convienne. Voilà. Mais c'est vrai que ça a été difficile pour moi le diagnostic. Ça a été difficile parce que je m'étais vraiment construite une forte carapace et je croyais que j'étais comme les autres et que j'allais suivre le chemin des autres. En fait, je voulais être normale. Je pense que c'était presque mon rêve d'être conforme, d'être normale. Vous voyez, je voulais pas forcément être originale. Je cherchais pas à l'être, mais malgré moi, je l'étais. Et antisociale aussi, je pense que j'étais antisociale. Parce que je faisais des trucs qui n'étaient pas socialement valorisés, qui ne m'apportaient rien en fait. C'est juste pour l'amour de l'art. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Petite vidéo rapide avant les vacances d'été. Donc je vais essayer de vous faire un peu plus de vidéos, là, de reprendre le rythme de croisière que j'avais il y a quelques mois. Mais je n'en suis pas sûre. Je ne suis pas sûre d'y arriver. Dans tous les cas, j'ai beaucoup de projets. C'est aussi pour ça que j'étais moins présente sur cette chaîne, qui sont aussi en lien avec l'autisme. J'espère pouvoir vous en parler bientôt. En tout cas, j'aimerais bien que cet espace virtuel
se conjugue aux autres espaces réels que j'ai créés, que je compte créer sur l'autisme, et que tout ça, ça fasse un ensemble, voilà, qu'on puisse se parler. J'aimerais aussi un peu plus qu'on se parle directement et pas que moi je témoigne toute seule à travers une vidéo. J'aimerais bien qu'on fasse des visios ensemble pour se voir et se parler et réfléchir ensemble et parler de soi ensemble et élaborer ensemble, parce que je pense vraiment qu'il nous faut ces espaces-là. Il nous faut des temps où on se raconte. Et c'est pas du narcissisme. Je pense que par rapport à la revendication identitaire, c'est aussi quelque chose qui est sain et qui est presque normal de revendiquer qui l'on est quand on a passé toutes ces années à nous nier, à nous dénier, à nous éteindre en fait. C'est un processus qui est normal et qui est sain. Et en fait, moi, je comprends parfois aussi les personnes qui en fait s'isolent et se replient. Parce que c'est tellement difficile de vivre dans ce monde tellement violent et intolérant, et je crois qu'on a besoin de se rassembler ensemble et de trouver des forces ensemble, même si ça peut passer pour un truc un peu communautaire, pour ensuite pouvoir aller dans le monde plus armé, avec plus de confiance en nous, et voilà, et pour créer d'autres liens avec d'autres gens qui ne sont pas concernés. Mais je pense que c'est important de se rassembler dans un premier temps. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bel été, pas trop chaud on espère, pas trop caniculaire mais c'est mal parti. Et à très bientôt sur cette chaîne. Ciao, bye bye.